sommes très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour vous présenter deux outils qui sont importants et qui ont été mis en place par la fédération à destination à la fois des adhérents et des non-adhérents. L'idée, c'est de faire progresser le métier et de le professionnaliser. Dans le cadre de cette professionnalisation, on vous parlera dans un deuxième temps du programme de formation en alternance qui a été créé avec Thalys et la fédération. Et dans un premier temps, Gérald va vous expliquer la création de l'outil pédagogique de compréhension des critères RSE pour un objet média qui a été formalisé par la commission RSE, qui est une commission qui est très active au sein de la fédération et qui a permis ces dernières années, depuis sa création en 2017, de pouvoir régir des normes de compréhension du marché et de pouvoir faire en sorte que les différents acteurs puissent comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce qu'est un produit et surtout, avant d'être un produit, c'est de la compréhension de l'impact environnemental de la totalité de la supply chain qui permettent d'apporter le produit aux annonceurs. Gérald, à toi, tu peux... J'attaque ? Ouais, je pense Allez, qu'on peut c'est attaquer parti. Tu prendras le relais sur la partie formation. Sur la partie formation, et puis on pourra après, comme on a l'habitude de le faire, être en duo chantant. Chanter, je ne vous le souhaite pas. Peut-être lui, pas moi. Alors, voilà, donc une rapide présentation. Il n'y a pas beaucoup de slides, il y en a 10, mais bon, c'est très synthétique. Comme Anthony l'a dit, donc moi je suis consultant formateur auprès de la 2FPCO et j'anime la commission responsable qui se réunit tous les deux vendredis pendant 2 heures environ, et avec différents sujets. Et depuis un peu plus d'1 an, on a travaillé sur un sujet important, puisque la question était de se dire comment fait-on aujourd'hui, puisque la RSE est devenue de plus en plus prépondérante et importante dans votre filière, comme de partout, comment fait-on en fin de compte pour pouvoir comment dirais-je, essayer de qualifier, et on ne parle pas de scoring, on va en parler après, mais de qualifier en fin de compte l'éco-responsabilité d'un objet média. Voilà. C'est très compliqué, il n'y a pas de vraie réglementation par rapport à ça. Et donc on a imaginé au sein de la commission responsable de mettre en place un outil à destination des acteurs, hein, que vous soyez fournisseurs, agences de distribution conseil, peut-être marqueurs aussi, mais je pense un petit peu moins, mais pourquoi pas, un outil simple, en tout cas censé être simple, pour justement essayer d'évaluer, et je vais vous présenter en quelques mots, quelques slides, le contenu de cet outil qui a été mis à disposition en exclusivité pour les adhérents de la 2FPCO, en open source, mi-juillet à peu près, environ, dans ces eaux-là. Alors, on parle bien d'un... on va y revenir après. Donc cet outil, on va voir en fin de compte les points importants, les finalités, objectifs, critères, méthodologies, avantages et limites. Surtout, ce qui est important, c'est que nous avons considéré au sein de la fédération et au sein de la commission que notre responsabilité est de devoir faire preuve d'humilité et de transparence devant une thématique qui est extrêmement lourde, comme je vous l'ai dit, où il n'y a pas de vraie réglementation. Donc ça commence à venir, la réglementation. C'est un petit peu compliqué. Donc et puis surtout, ça a été fait avec les informations disponibles à date. Et ça bouge en permanence. Les labels avancent en permanence. Comment dirais-je, les labels se bonifient, s'élargissent, ou d'autres arrivent, se créent, etc. Donc il faut tenir compte de ce phénomène-là aussi. Alors, les points importants qu'on voudrait juste rapidement souligner quand même, c'est que cet outil qu'on a appelé un peu... qui a été créé dans un but pédagogique de compréhension, parce qu'il peut servir aussi de pédagogie pour essayer d'expliquer en interne aux équipes ce que c'est, parce que ça approche, on va voir les 11 critères, et ces 11 critères permettent justement, si tu veux intervenir, c'est quand tu veux. Non, c'était pour le positionnement. N'hésite pas, ah d'accord. Et donc, voilà, donc ça peut aussi non seulement servir à comparer des produits entre eux, mais en même temps de pouvoir, j'allais dire, éduquer, entre guillemets, en tout cas, intéresser des personnes qui travaillent dans vos entreprises, puisque c'est un sujet assez large par rapport à ça. C'est un outil qui est en open source, donc vous êtes libre de l'utiliser, de le paramétrer comme vous le souhaitez. Nous, on a fait un paramétrage de base, avec des critères et des logiques de paramétrage qui, encore une fois, qui étaient ceux à date. Et bon, ils sont toujours d'actualité, hein, je vous rassure, globalement. Qui ont été définis pendant 1 an de travail. Hein, pendant 1 an de travail, ça a été compliqué, ça a eu des réunions d'arbitrage,
sympathique, mais c'est pas simple. Je me permets, mais c'est-à-dire que le paramétrage par défaut est un paramétrage idéal. Tout à fait. Ça. Voilà. Après, effectivement, dans un souci de transparence et d'humilité. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc après, si vous changez le paramétrage, up to you, hein, mais c'est sous votre responsabilité. C'est pour ça qu'on précise bien aussi que la DevPCO ne pourra pas être tenue pour responsable de l'évaluation de l'utilisation que chaque entreprise va en faire. Voilà. Ni des éventuelles conséquences, hein, parce que quand vous comparez et que je vais être transparent. Si vous êtes dans un appel d'offres et que vous dites à votre annonceur, si vous êtes agence conseil, tiens voilà, je te conseille ce produit plutôt que celui-là parce que tac tac tac, et qui vous dit c'est marrant quoi, j'ai un de tes concurrents qui me parle de la même chose, mais il n'a pas noté de la même façon. Ah, il va falloir l'expliquer. Donc notre paramétrage, le paramétrage par défaut fait par la fédération est idéal entre guillemets, mais il est surtout en toute transparence et humilité. Oui, c'est ça qui est important. Il est issu de recherche. Complètement. Et de recherche un peu longue d'ailleurs par rapport à ça. Voilà, donc ceci étant dit, c'est une exclusivité, cet outil c'est une exclusivité donc, pour les adhérents de FPCO. Le reste on l'a déjà dit. Les 11 critères, en fin de compte, qui sont déployés, parce qu'il y a 11 questions clés, on a voulu le faire dans le sens du déroulé du brief. C'est-à-dire qu'on vous interrogeait un client pour savoir quelles sont ses attentes. Donc ça tombe quelque part dans la logique de fonctionnement d'une agence de conseil. Et encore une fois, ça peut être aussi utilisé par les fournisseurs. Hein. D'ailleurs, des fournisseurs qu'on commence à utiliser pour justement ils aiment beaucoup le produit. Pouvoir travailler sur... C'est un bon outil de benchmark, en fait. Tout à fait. Alors, comme dit, c'est principalement un outil à votre service pour soutenir la valeur ajoutée lors du conseil à la vente, mais les fournisseurs peuvent s'en servir pour d'autres logiques. C'est un outil, on n'aime pas le mot scoring, on a voulu bannir le mot scoring parce qu'on ne veut pas que ce soit un Yuka de l'objet média. C'est trop compliqué, d'ailleurs c'est un fichier Excel, ce n'est pas une appli. Peut-être qu'un jour il y aura une appli, mais d'ici là on verra. On n'est pas là, je dirais, enfin la fédération en tout cas n'est pas là pour dire ça c'est mieux que ça. Ce n'est pas notre job, enfin je pense. Notre job, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour mettre en avant l'éco-responsabilité d'un objet média et comment on fait pour le qualifier correctement, le plus correctement possible. Et d'expliquer. Et le plus objectivement possible et l'expliquer pourquoi. C'est pour ça qu'on parle souvent d'outils pédagogiques. Ouais. Voilà. Et donc, et surtout, on détermine, alors entre 2 ou 3 ou X produits, hein, c'est égal, puisque le fichier travaille sur un produit, mais on peut faire plusieurs produits, mais toujours de la même catégorie. On ne va pas comparer un tote bag avec un objet tech. Ça n'a pas de sens parce qu'on va comparer 2 objets tech, on va comparer 2 tote bags ou 2 t-shirts. Voilà, ça c'est important, on veut le dire parce que sinon on est en train de dévaloriser entre guillemets les objets tech alors que finalement il y a de la demande. Et pourtant on peut avoir des objets tech qui vont être le plus ou moins RSE, voilà, et qui le sont potentiellement de plus en plus. Les critères, donc, quelques informations clés, ils sont alignés d'une part sur les exigences RSE actuelles. Il y en a 11 qui reposent sur 2 thématiques, une thématique d'impact environnemental pour à peu près 80% du nombre de ces 11 critères et impact sociétal pour 20%. Et la répartition des critères à l'intérieur des questions, puisqu'il y a 11 critères, 11 questions clés, il y a 27% de ces critères qui tiennent compte du lieu de production. Il y a 60% de ces critères qui tiennent compte du produit et 13% du marquage. Donc on a intégré le marquage dans l'évaluation de la qualification, on appelle ça plutôt une qualification RSE d'un objet média. Donc en couleur verte, les impacts environnementaux, ça tombait sous le sens en termes de coloris. Et puis en couleur orange, les impacts sociétaux par rapport à ça. Donc on parle de... Donc vous avez les 11 critères, pays d'origine de fabrication du produit. Est-ce que l'usine de production a une certification sociétale, donc Amfori BSCI ou CEDEX de piliers, des choses comme ça, ou ISO 45001, ou SA 8000, ou etc. Pardon ? Oui, CEDEX Meta, 2 piliers, parce que les 2 piliers supplémentaires, c'est l'environnement qui vient se rajouter. Est-ce qu'il y a une certification environnementale dans l'usine de production, donc un CEDEX 4 piliers, ou alors un BPI pour Amfori, ou un ISO 14001, ou d'autres éléments.
Ensuite, on parle du marquage. Donc, on est donc, encore une fois, c'est le déroulé d'un brief censé être un brief. Hein. Voilà. Le marquage, est-ce que l'unité de marquage fournisseur ou direct en France a un engagement sociétal par rapport à ça, des labels ou autres, une question concernant le marquage environnemental, les matériaux, quels matériaux et quelles matières entrent dans la composition du produit, parce qu'il y a des matières qui sont plus ou moins éco-responsables, compliqué d'évaluer ça, et voilà. L'écolabel environnemental, est-ce que l'objet, donc en fin de compte, a un écolabel environnemental, genre Ecotex, par exemple, ou Goetz, ou des choses comme ça. De la même façon, est-ce qu'il y a un label sociétal? Donc, Ecotex, enfin, il n'y en a qu'un chez... Il y a plusieurs Ecotex, mais il y en a un qui intègre la partie sociétale. Tous les autres, non. Goetz intègre la partie environnementale et sociétale. Par exemple, hein, je donne des exemples pour situer. Est-ce que l'objet fait l'objet? Est-ce que le produit fait l'objet d'une annonce d'empreinte carbone faite par le fournisseur? Oui ou non? Alors, c'est très peu. En fin de compte, c'est aussi un outil de prospection dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, d'une manière, je fais une petite parenthèse très rapide. Aujourd'hui, on est dans une logique où on a, enfin, l'ensemble des marchés, tous les marchés, hein, et entre autres votre filière, poussent de plus en plus vers faire en sorte que les entreprises aient une démarche RSE. La faire valider ensuite par un organisme Asesia, Ecovadis, ce qu'on veut, etc. Demain, quand je dis demain, je ne sais pas exactement quand, mais on est en train d'y aller parce qu'on en parle de plus en plus et les gouvernants en parlent de plus en plus et l'Europe en parle de plus en plus. On va devoir s'inquiéter de l'impact. C'est bien d'avoir une démarche RSE, mais finalement, c'est quoi les impacts pour l'entreprise? Ça apporte des impacts positifs, finalement, cette démarche, ou comment on la mesure? Donc l'empreinte carbone est certainement le signal le plus... Enfin, c'est pas le plus simple, le signal le plus, comment dirais-je, simplifié d'affichage, en fin de compte, parce que tout le monde parle de gaz à effet de serre, de machin, de trucs, et c'est demain, il va y avoir des réglementations qui vont venir pour vous obliger, entre guillemets, progressivement, en fonction de l'état de société, à le faire. D'ailleurs, Gérald, si on regarde le marché automobile aujourd'hui, le seul critère de différenciation entre les différentes automobiles, c'est l'impact carbone de l'automobile. Or, qu'advient-il de la production initiale des matières premières? Qu'advient-il de la fin de vie du produit, du cycle de vie du produit? En fait, on se focalise uniquement sur le carbone consommé au moment où la voiture est en fonctionnement. Quid de l'extraction du lithium pour les batteries des véhicules électriques, etc., et du nous, notre marché de l'objet média est un marché qui peut ressembler, mais qui ne ressemble pas à l'automobile, certes, mais en tout cas, la supply chain peut ressembler à ça. On est sur une supply chain dite complexe, qui part de matériaux de base, donc du granulé, et parfois même des matières de base chimiques, comme l'encre ou des choses comme ça, qui vont être transformées pour arriver en fait, sur le bureau, en tout cas dans la vie quotidienne des personnes qui vont consommer cet objet. Donc ce qu'on appelle les end-users, les récipiendaires, alors le mot n'est pas très joli, mais en tout cas les gens qui vont utiliser le produit. Donc on ne parle pas des annonceurs, on parle vraiment de la personne qui va utiliser le produit dans la vie de tous les jours. Or, on ne s'attaque uniquement qu'à l'empreinte carbone du produit. Tout à fait. Et c'est pour ça que tout ça est extrêmement important en fait, de prendre la totalité en critères. Il n'y a pas que l'empreinte carbone finalement. On parle aussi, donc le 10e critère, c'est l'emballage individuel du produit. On ne parle pas des suremballages, mais l'emballage individuel du produit. Pourquoi il y en a... La première des questions sur l'emballage, c'est pourquoi il y en a un. Oui, c'est ça. Primaire, secondaire. Et à quoi il sert? Si on se pose déjà ces questions, on a beaucoup de réponses. Moi, j'ai des exemples que je ne vous donnerai pas, mais j'ai plein d'exemples. Est-ce qu'il sert à protéger le produit? Et voilà, s'il ne sert pas à protéger le produit, à quoi ça sert? Peut-être. Mais alors, il faut le faire. Alors, à ce moment-là, OK, mais quelles matières on a utilisées les plus éco-responsables pour le mettre en valeur? C'est du vulgaire plastique. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Oui. La question, c'est est-ce que c'est plutôt pour un souci économique ou un souci RSE? Allez, c'est les deux. Mais les deux, l'un sert l'autre. Mais l'un va vers l'autre. De toute façon, dans une démarche RSE, Nicolas, c'est quoi les trois piliers? Économique, environnemental et sociétal. Voilà. Donc, non, mais c'est l'efficience. C'est exactement ça. Tout à fait. Et c'est ça. Et l'emballage, c'est l'approche de l'éco-conception d'un produit la plus simple à faire.
la plus simple. Et la plus visible. C'est quasiment et la plus visible, et c'est quasiment élémentaire, mon cher Watson. Quoi. Je veux dire, ça tombe quasiment sous le sens. Mais il n'empêche, il a fallu quand même, depuis des années, il y avait des suremballages, des choses dont on ne savait pas pourquoi. Et puis d'un coup, ça avance. Et naturellement. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Exactement. Ça rajoutait non mais c'est vrai que c'est évident pour les marqueurs, ça rajoutait en fait une couche à la supply chain. De déballer les produits et de les réemballer individuellement, parce qu'on demandait aussi déballage et remballage du produit. Or, aujourd'hui, se poser la question effectivement de la protection. Il faut quand même avoir un niveau de qualité nécessaire à l'annonceur pour faire rayonner la marque et que le t-shirt n'arrive pas à plier dans tous les sens. Voilà. Oui, non, mais après, il y a des logiques. Après, des t-shirts déjà marqués ou même pas marqués. Dans les conteneurs, il fait très chaud pendant la moisson. Je peux vous dire que ça monte à je ne sais pas combien de degrés. Il y a les migrations de couleurs qui peuvent se passer. Il y a tout un tas de choses. Mais aussi, la question, elle est simple. Monsieur l'annonceur, sache que le produit il est livré sans emballage individuel, imaginons. Ah oui, mais moi, j'aimerais bien un emballage individuel parce que, OK, ben voilà le surcoût. Et ça va baisser la qualification RSE du produit. C'est ça. Voici le surcoût environnemental. Environnemental. C'est ça qui est intéressant. Le coût aussi économique, parce que c'est devenu des options à payer aujourd'hui, non ? Le paradoxe peut être sur le sociétal, puisque le déballage et l'emballage peut être fait par un ESAT. Oui. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est chouette. Ça, c'est des bonnes. Ouais, mais c'est des bonnes alternatives. C'est-à-dire que permettre. Oui, oui, ouais, tout à fait. Tout à fait. Non, mais on va prendre l'exemple. On va prendre l'exemple d'un t-shirt. Si l'annonceur veut le remettre individuellement, avec un marquage complexe qui peut être dans le transport, enfin, avec, on va dire, un transport complexe où le marquage peut être usé lors du transport, etc. Si on lui propose effectivement un polybag biosourcé, mis dans un ESAT, avec dessus un message en disant à partir du moment où vous aurez utilisé ce polybag ou autre chose, encore une fois, ça peut être un tote bag qui sert de polybag au t-shirt, recyclez-le. On est quand même sur quelque chose de vachement plus vertueux qu'avant, ça crée du sens, ça crée du travail, c'est un surcoût évidemment, c'est un surcoût dans la supply chain, c'est une couche supplémentaire, mais on est quand même sur quelque chose qui va servir à la fois l'annonceur sur le message qu'il va délivrer, qui aura du sens en fait sur la totalité de la chaîne en fait, parce que on aura fait les choses dans le bon sens. Mais la logique n'est pas de supprimer l'objet média, la logique est de faire en sorte qu'il soit le plus éco-responsable possible. Une voiture, elle va consommer, enfin, elle va émettre certainement de moins en moins de CO2. Mais ça reste quand même un sacré truc, globalement, à devoir recycler, machin, etc. Donc, je veux dire, à un moment donné, soit on veut aller vivre dans les cavernes, soit on veut continuer un certain nombre de choses. Dans le cadre de la fédération, on est amené à rencontrer des annonceurs, et encore plus depuis qu'on a créé la commission responsable, parce qu'ils veulent comprendre. Donc ça, c'est intéressant. Et souvent, en fait, ils nous disent, bon, ok, merci la 2FPCO d'être là à nos côtés, merci de nous aiguiller, mais globalement, quelle est la gamme ou le produit qui est le plus éco-responsable ? Ma première réponse, c'est toujours de leur dire le produit le plus éco-responsable, c'est de ne pas en faire. Or, si vous m'avez invité aujourd'hui, c'est parce que ça fait partie en fait de votre mix marketing. Vous avez besoin de communiquer et vous connaissez l'efficience en fait et l'efficacité de l'objet média dans votre mix marketing, qui est aujourd'hui d'ailleurs le deuxième média préféré des Français. Du coup, maintenant, on peut commencer à discuter, puisque je suis là et donc vous avez envie de communiquer grâce à l'objet média. Mais effectivement, quelqu'un qui veut absolument faire carbone zéro, être le plus efficace possible, il ne fait pas d'affiches, il ne fait pas de pub télé, il ne fait pas de pub sur les écrans digitaux, sur Netflix, etc. etc. Voilà. Et le dernier critère concerne la gestion de la fin de vie du produit. Donc, comment est-ce qu'on gère Qu'on appelle la gestion du cycle du produit, parce que c'est vrai que fin de vie, ça implique qu'il y a une fin de vie. Donc là, on est plutôt sur le cycle. Qui implique la façon, qui va venir recroiser la qualité des matières, entre guillemets, de sa capacité à être recyclée, pas recyclée, biodégradable, même si on peut en discuter.
Bah, Ou alors l'upcycling, le plus important, on le utilise plus le mot- intéressant, c'est l'upcycling, c'est-à-dire qu'on fait compte Alors, il y a deux choses. Il y a la réutilisation du produit pour une autre destination, potentiellement. Donc, alors, je prends un exemple, c'est peut-être pas évident dans votre métier, mais des vêtements usagés qui sont repris et qui sont redonnés ailleurs autrement. Ça, c'est de la réutilisation. La réutilisation, Excuse-moi, oui, je ne veux pas te reprendre. Mais Non, c'est bien. l'upcycling, en fin de compte, c'est de pouvoir... c'est de prendre un produit, en fin de compte, et on va prendre par exemple des voiles de bateau, par exemple, et on en fait des sacs. Donc, en fin de compte, le produit il change de destination. Okay, ça devient un autre produit en fin de compte. Hein. C'est un petit peu comme hier dans le Made in France. C'est comme une transformation substantielle en fin de compte. Ça, c'est le upcycling. Ça, c'est le upcycling, tout à fait. La réutilisation, c'est vraiment. L'upcycling fonctionne sans qu'il y ait de déchets en fin de compte. Voilà, parce que c'est ok, la voile de bateau n'est plus utilisée, mais c'est pas un déchet qui est parti en déchetterie. Il est simplement récupéré et transformé différemment, quoi, découpé, etc., etc. Ça se fait de plus en plus. Oui, c'est ça. Bien sûr, bien sûr. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. C'est pour ça pour l'instant, les gens ne parlent pas encore de ça, mais on parle de gestion du cycle du produit. C'est-à-dire que plutôt que vraiment la fin de vie, on est vraiment dans l'esprit de la mort du produit, alors qu'en fait, il y a plein d'autres vies. Même si c'est juste des petites parties du produit, mais il y a plein d'autres vies. Enfin, quand peut-il y avoir autre chose qu'une fin de vie, une C'est réutilisation, un upcycling, etc. Et c'est ça qui est primé dans la réponse, en fin de compte. Oui. Si finalement il part en déchetterie, alors déjà s'il est recyclable et qu'il part dans une déchetterie appropriée, ok, il a un minimum de points, il doit avoir un point, je ne sais plus combien. Oui. Par contre, s'il est upcyclé, là il a 8 points, par exemple. Je crois que c'est un peu ça l'écart. Et s'il n'est pas du tout recyclable, alors c'est 0, quoi. C'est un petit peu l'idée. Il n'y a pas de critères. Voilà. Volontairement, la question n'a pas encore été posée, mais je me permets de l'aborder. Volontairement, nous n'avons pas voulu... Vous savez que la fédération a émis une définition un peu... Voilà, on a osé faire ça sur c'est quoi un objet éco-responsable. C'est un objet qui est utile, durable et respectueux des impacts sociétaux et environnementaux au mieux possible. D'accord ? Et qui est responsable en tout cas par rapport à cette chose-là. On n'a pas voulu mettre en place... Donc là, on est plutôt dans la responsabilité sociétale et environnementale. Et on n'a pas voulu mettre les deux notions d'utilité et de durabilité de l'objet média, parce qu'elles sont un peu subjectives d'une partie, et surtout parce qu'elles font partie de votre boulot en tant qu'agence de conseil, voire de fournisseur, mais plutôt agence de conseil vis-à-vis des annonceurs, quand même, de le mettre en avant dans les argumentations commerciales. Quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu, et puis c'était pas évident à être matérialisable en fin de compte. C'était un peu compliqué. On a essayé. C'est un petit peu plus compliqué. Très rapidement, alors je ne vous montrerai pas la deuxième matrice qui permet d'avoir le détail de la notation, naturellement, parce qu'elle est réservée aux adhérents de FPCO. Mais là, vous avez le tableau d'origine, donc vous avez un tableau, en fin de compte. L'outil est très simple. Hein. Vous avez, je ne sais pas si j'ai un... Ici, voilà. Ici, en fin de compte, bon, je ne peux pas le faire parce que c'est un slide. Non, vous ne le voyez pas. Mais là où il y a point calcul automatique, en fin de compte, pardon, excusez-moi, c'est les réponses. La colonne réponse bleue, en fin de compte, il y a normalement une liste déroulante sur chaque cellule. Vous cliquez sur la liste déroulante et vous avez 2, 3 à 5, 8 choix possibles. Vous cliquez sur le choix. Cette information doit provenir de la fiche produit du fournisseur. Non, logique, il vous faut une preuve. Ce n'est pas votre sentiment à vous. C'est une preuve. Transparence, humilité. L'humilité, c'est d'avoir cherché la transparence, d'avoir cherché la preuve. Vous mettez 0. Oui. Pas de bras, pas de chocolat. Tu sais que j'aime bien cette expression, Nicolas. Mais c'est un peu ça aussi. Ben oui, ça veut aussi dire que quelque part, c'est le côté pédagogique secondaire de l'outil. Et excusez-nous, mesdames les fournisseurs, prenez votre responsabilité complète. C'est votre job de le faire. Ils le font globalement, mais voilà. Et donner à l'intérieur de ces fiches produits le plus de renseignements possible pour qu'on puisse qualifier. Un distributeur qui n'arrivera pas à remplir ça parce qu'il n'a aucune donnée de la part de son fournisseur. Alors le but, c'est pas d'éjecter le fournisseur, c'est de des efforts. Quoi. Voilà, on a besoin de ça pour pouvoir vendre ton produit que tu nous demandes de vendre. Il faut qu'on puisse le mettre en avant. Et peut-être qu'à terme, le fournisseur va se dire il faut peut-être que je fasse des efforts moi de mon côté pour pouvoir donner ce type d'informations.
il y a des là, on a fournisseurs gagné. qui ont accueilli ça très favorablement parce qu'au moins ils ont un outil, ça va les forcer, entre guillemets, ou en tout cas les efforcer à progresser en fin de compte. Hein, par rapport à En ça. comprenant clairement les 11 points sur lesquels ils peuvent agir. Voilà. Et donc, vous avez les critères qui sont là, qu'on a abordés tout à l'heure. Vous avez 11 questions. Il y a une question clé pour chaque critère. Hein, par exemple, quel est le pays de fabrication de l'objet avant marquage? Ben, il n'y a pas d'indication d'origine, donc c'est 0. Il y a une indication d'origine, c'est France. Je ne sais plus, c'est 6 points, je crois. C'est Europe, c'est 3 points, je ne sais plus. Ou c'est autre, c'est 0. Je ne sais plus, tous les gens. Voilà. Et en fin de compte, je crois que ça doit être 1 point quand même. Ouais, je sais plus. Ouais, non, mais j'ai plus. Franchement, j'ai grenouillé tellement là-dedans que je sais plus par cœur. Et donc voilà. Donc en fin de compte, on clique sur le menu déroulant. Hein, c'est juste à droite de la cellule, et vous avez les différentes réponses possibles. Vous cliquez, et le nombre de points s'affiche automatiquement. Et après, on vous suggère de marquer dans la colonne de droite. Bon, la France, c'est pas la peine de le marquer parce que c'est une réponse en soi-même. Ok. Mais par contre, l'usine est BCI ou bien sur la société de certification. Ou SA, etc. Donc vous avez, ben voilà, BSI va rapporter tant de points, SA 8030 points, ainsi de suite. Et le barème s'applique et vous dites, bah oui, ben, j'ai trouvé sur la fiche produit BSI. Je me certificat. Je me permets de rebondir là-dessus parce que au début, quand on a commencé à travailler sur l'outil, encore une fois, on a fait un travail avec la commission responsable qui a été un travail collaboratif avec des personnes issues de la totalité des pans de la filière, à la fois des fournisseurs, à la fois des marqueurs et des distributeurs. Et l'idée, c'était pas de faire un outil pro-France ou pro-Europe pour déterminer qu'un produit français est bien meilleur qu'un produit asiatique. C'est pour ça qu'on peut voir effectivement en France, mais derrière, vous pouvez avoir effectivement Asie, où vous allez avoir 1 point par rapport au 6 de la France, mais derrière, l'usine en France, si vous lui dites t'es BSCI, t'es ISO 45001 ou SMETA, ou est-ce que t'es ISO 14001, etc., vous avez des toutes petites usines qui, eux, ont dit non, on n'a pas de label, on n'a pas encore fait, etc. Donc, eux, ils vont avoir des points qui vont être amoindris. Mais du coup, les usines avec lesquelles les fournisseurs qui se fournissent en Asie vont avoir des très bonnes notes en fait, au niveau des certifications, parce qu'ils pourront émettre des certificats. En fait, la note va pouvoir remonter indirectement là-dessus. Donc, ce n'est pas un produit qui est uniquement pour favoriser les produits français. C'est un produit c'est un outil pédagogique en fait, qui essaye d'être le plus à la fois transparent, mais le plus équitable, voilà, oui, entre les différentes sources d'approvisionnement. Parce que de toute façon, on ne peut pas faire 100% en France, ça n'existe pas. Hier, j'ai expliqué dans la conférence sur le Made in France, il y a à peu près 10% du PIB français qui est ici des activités industrielles. Il y a de quoi faire. Hein. Pour à peu près 20%, le double en Allemagne, par exemple. Je ne parle pas de votre métier, je parle du métier activité industrielle. Voilà, donc vous avez tout un tas, on ne va pas tous les faire. On a fait un petit mismatch, l'upcycling se trouve dans la partie matière, et là on est dans la recyclabilité de la seconde vie ou la recyclabilité. C'est est-ce qu'on est dans un recyclage possible ou pas possible. Voilà, il y a différentes choses. Mais donc on a un certain nombre de points. Donc on va noter dans la colonne, la dernière colonne, l'information que l'on trouve lorsque c'est nécessaire pour se dire voilà pourquoi je l'ai évalué à ce niveau-là. Hein, c'est sur la fiche produit du fournisseur. Voilà. On préconise aussi que s'il y a juste marqué BSCI mais qu'il n'y a pas le certificat, on peut se poser des questions parce que malheureusement ça existe. Donc voilà, parce que alors ça c'est différent, c'est un autre problème. On ne peut pas aller jusque-là. Non mais oui il y a des faux, mais oui non mais il y a des faux, mais un faux est sanctionnable. Donc en fait, on n'a pas voulu rentrer dans ce détail-là, c'est-à-dire que quelqu'un qui vous transmet un faux certificat, il est hors la loi, tout simplement. Et puis il y a deux choses dans BSCI, si je peux me permettre, je fais une petite parenthèse. Il y a l'entreprise qui paye en gros ses 3 000 € par an à Amfori, BSCI, qui a une attestation comme quoi il est membre d'Amfori BSCI, mais qui ne fait faire aucun audit. C'est ça. Donc là, on ne vise pas l'entreprise qui est adhérente. Ouais. On vise le produit qui est fait dans une usine, unité qui est auditée. Voilà, c'est toute la différence. Alors naturellement, ils ne vous mettent pas les rapports parce qu'ils ne veulent pas dévoiler, mais un petit certificat, parce qu'en fin de compte, il y a des organismes, les OTI, genre Intertech, Bureau Veritas ou qui voulait. D'ailleurs, moi, franchement, je préconise aux fournisseurs d'utiliser plutôt des organismes occidentaux qui ont des bureaux en Chine.
mais qui sont d'obédience occidentale pour éviter ce que vous disiez tout à l'heure, parce que sinon ça devient compliqué. Après, chacun sa conscience, et on ne peut pas non plus aller tout. On n'est pas là pour faire la police non plus, à un moment donné. On est là pour éclairer le chemin. C'est différent en tant que tel. Zoro, c'est pas encore tout de suite. Encore une fois, on est sur un outil pédagogique. Tout à fait. Voilà, donc, puis ça vous donne une note qui est ramenée sur un pourcentage, voilà, tout simplement, et ça permet de... Voilà, 100 points, ça fait 100%. C'est un bon produit. Hein. Oui, c'est un exemple. C'est le produit idéal. On n'est jamais... Enfin, on a fait plusieurs tests, hein, naturellement. On n'est jamais arrivé à 100%. Hein. Non, c'est quasi impossible aujourd'hui d'arriver... Enfin, si on est arrivé à 100%, moi je demande... alors là, j'aimerais bien le voir, qu'on me l'explique. Et si c'est le cas, on primera. Parce qu'on primera, on donnera un petit truc, parce que franchement... C'était assez drôle, parce qu'on est tombé sur des notes, sur des produits électroniques qui pouvaient paraître assez basses. Et en fait, en benchmarkant avec d'autres produits électroniques, en fait, il s'est avéré que ce produit électronique en fait, était vachement haut, mais plus bas, effectivement, que... je ne sais pas, moi, un produit upcyclé en bâche, et ce qui paraît logique. Oui. Parce que, voilà. Et au début de l'étude, on s'est rendu compte en faisant des tests qu'on avait un souci sur les produits issus des végétaux, les plantes. Parce qu'il n'y a pas de label. Il y a tout un tas de choses qui manquent. C'est compliqué. Donc on a adapté, pas pour eux, mais on a dit, maintenant, il y a un problème. Des fois, elles obtenaient des notes inférieures à l'objet tech. Et il y a quelque chose qui ne colle pas quelque part, quoi. Ça nous a interpellés. Et on a fait en sorte de réviser, en fin de compte, la typologie des réponses pour tenir compte de l'éventail 360 degrés que votre marché a. Parce qu'en fin de compte, vous êtes dans un marché à un éventail 360 degrés, c'est énorme, quoi. Donc voilà, c'est pas pour les favoriser, encore une fois, je précise, ça c'est pour tenir compte de l'ensemble du marché. Si on reprend ce que disait Gérald au départ, en fait, là, on est vraiment sur l'analyse des indicateurs d'impact. Parce que ça, on est vraiment sur qu'est-ce qui a un impact, en fait, à l'intérieur du produit, à l'intérieur de sa construction, qu'est-ce qui a un impact réel en fait, sur sa vie en, fait, en tant que produit. Plus le score est élevé, moins le produit est impactant. Voilà, on peut tout à fait le voir comme ça. Et pour deux derniers slides très rapides, orienter les ventes, l'avantage c'est que ça vous permet d'orienter les ventes pour promouvoir le développement durable auprès des annonceurs, de mettre en avant le produit naturellement au plus près du brief du client, parce que c'est super important de coller au brief, enfin, on considère. Et puis vous avez un seul questionnaire, donc un seul tableau pour toutes les catégories de produits. Parce que la tentation aurait été de faire, on en a réfléchi au départ, est-ce qu'on fait un questionnaire pour les objets tech? Est-ce qu'on fait un questionnaire? Non, évidemment, c'est pas possible. 360 degrés, on fait un truc général. Et ça a pris plus d'1 an. Et bon, après, ça... Avec des sessions toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines, de 2 heures, oui, tout à fait, ce que je disais tout à l'heure. 2 heures toutes les 2 semaines. Il y avait des séances d'arbitrage, etc. Pour finir, quelques petites... mais c'était très, très, très intéressant. Pour finir, quelques petites... voilà, on a voulu quand même préciser quelques limites, hein, comme tout outil. Hein. Il y a des limites, il y a des avantages, mais il y a aussi quelques limites. Hein. Donc on précise, pour nous, ce n'est pas un outil de scoring. On ne souhaite pas en faire un outil de scoring, comme Yuka ou autre chose. On est là pour faire en sorte que vous puissiez quantifier au mieux possible l'éco-responsabilité d'un objet média. Oui, on n'a pas le choix à un moment donné, mais on n'a pas le choix. C'est pour ça que moi je parle beaucoup de qualification de l'éco-responsabilité d'un objet média. J'évite le mot évaluation, qui est l'équivalent français de scoring, et j'essaie d'éviter, mais à un moment donné, où je fourche parce que mécaniquement, mais quelque part, oui, il y a du score. À la fin, il y a une note. Mais au départ, ce n'est pas sa vocation d'être. C'est ça qu'on veut dire. Plutôt que score, on aurait dû écrire indice. Voilà. Mais bon. Parce qu'encore une fois, on ne compare pas 2 catégories différentes, mais 2 produits de la même catégorie. C'est ça qui est super important. Sinon, on va dévaloriser tout un tas de choses, et ce n'est pas l'objectif en tant que tel. Et il y a de la place pour tout le monde. Et les besoins des annonceurs, il y en a aussi... ils ont des besoins différentiels. Certains, ils sont... En RSE, ils sont contre-fiches comme en 40, d'autres non. Voilà. Donc ça permet d'aller justement les aider par rapport à ça. Cet outil n'a pas pour vocation de remplacer les outils des fournisseurs, mais de venir en complément. Okay. D'ailleurs, certains l'utilisent maintenant, parce qu'ils n'en arrivaient pas, et ça leur permet justement de mieux qualifier l'éco-responsabilité de leurs produits. On vous suggère fortement de ne pas mettre directement l'outil à disposition des annonceurs. Pour moi, nous on considère que c'est une grosse erreur. C'est votre job, c'est votre expertise.
Vous devez leur expliquer pourquoi vous êtes, si c'est nécessaire, vous êtes arrivé là, mais ça s'arrête là. Ils n'ont pas le bagage pour comprendre. Et ils n'ont pas en plus, voilà, c'est déjà compliqué comme ça. On l'a dit, hein, dans l'état actuel du marché, certains produits peuvent présenter un niveau d'éco-responsabilité effectivement relativement bas. Voilà, c'est pas grave, mais ce niveau peut progresser au fur et à mesure de l'éco-conception des produits, de l'avancée de la technologie des matières, etc. Je l'ai dit depuis à 2-3 reprises, donc cet outil a été fait à date avec des connaissances technologiques et techniques qui n'évoluent pas toutes les 2 minutes non plus, comme ça, on est d'accord. Hein. Voilà. C'est pour ça que peut-être qu'on le révisera une fois par an, on va essayer de voir aussi par rapport à ça. Et puis surtout, voilà, se servir de l'outil en toute loyauté, des affaires. Bon, après, il est open source. Hein, mais... Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en entrée. Dans un appel d'offres, vous allez qualifier l'outil à 70, l'objet pardon à 70, et le même objet par un concurrent à vous qualifié dans le même appel d'offres à 60. L'annonceur s'y regarde et dit tiens, il va poser des questions. Il va falloir expliquer pourquoi. Voilà. Donc quelque part, il est en open source, donc il est utilisé sous votre responsabilité. Notre conseil et très forte suggestion, c'est de ne pas changer les paramètres. Mais après, up to you. Oui, tout à fait. Oui. Si je prends un 93-12, l'autre il a 60 et l'autre il a 80, il y a un souci quelque part. Mais ça va nous dire un truc très simple. Si vous êtes dans la situation où un annonceur vous dit attends, je ne comprends pas pourquoi tu me l'as mis à 70, l'autre il est à 60 ou l'inverse, on s'en fout. Enfin, il va plutôt vous dire pourquoi tu l'as surnoté ou l'inverse. Mais moi, j'ai respecté les paramètres que la fédération a donnés. Oui, non, puis de toute façon, c'est votre paravent. Tu reprends les notes. Et si l'autre il dit la même chose, il y a un des deux qui ment. Voilà. À mon avis, ça... Voilà, à mon avis, voilà, d'arriver à cette situation-là où votre annonceur vous sort 2 notes de 2 produits absolument similaires, quand on en est là... non, mais c'est surtout pour ne pas surnoter, voilà, quelque part, parce que la tentation, elle est forte de modifier les paramètres, et à un moment donné, voilà, je veux dire, s'il y a des gens qui ont travaillé dessus pendant 1 an, c'est qu'il y a une raison, sinon ça se saurait en tant que tel. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions avant de passer rapidement Oui, je ferai une brève présentation de, voilà, de l'outil de formation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet outil? Oui. Alors, l'idée, encore une fois, c'était de ne pas... alors la question, je ne sais pas si on l'a bien entendu sur la captation, mais c'était pourquoi cet outil est en open source alors qu'on nous préconise de ne pas changer les paramètres. Nous, on a fait un travail, en fait, qui est un travail quasi universitaire, en fait, sur ce produit, sur cet outil. Ce travail universitaire, comme on l'a dit, 1 an de travail, 2 heures toutes les 2 semaines, avec un groupe de travail qui était composé de 7 à 10 personnes environ, issues de toute la filière. Donc vraiment un gros travail. Le fait de l'ouvrir en open source permet en fait aux acteurs de pouvoir le faire évoluer, tout simplement. Nous, en fait, la fédération, on n'a pas pour vocation à créer des outils de sanctions, à créer des outils de scoring, à créer des outils qui vont permettre de comparer l'un à l'autre, etc. Nous, notre rôle à la fédération, il est de professionnaliser le marché, il est de faire monter le marché en compétences, il est de donner des outils pour éclairer, pour évaluer, voilà, mais plutôt pour comprendre. Et là, on est vraiment, et c'est pour ça qu'on l'appelle, c'est un outil pédagogique de compréhension, en fait. C'est vraiment un outil qui va permettre d'avoir une sorte de notice d'utilisation de ce qu'est une évaluation RSE d'un produit. Alors, ça peut paraître un peu alambiqué ce que je dis, mais... c'est un outil d'ouverture. C'est un outil d'ouverture, ouais, de prise de conscience. C'est qui exactement ça. Peut servir à former les équipes en même temps et et vous amener à acquérir plus d'expertise, encore plus d'expertise sur le côté RSE. Et après, chaque entreprise va vouloir le mettre à son niveau d'exigence par rapport à ça. Et après, vous êtes des adultes, hein, chacun a sa conscience. Je prends un exemple tout bête d'adaptation de l'outil, mais quelqu'un qui va travailler uniquement, qui dit voilà, moi je suis distributeur avec que des produits Made in France.
Je ne fais que des produits Made in France. Or, il y a plusieurs critères en fait qui sont plus du tout idoines à être à l'intérieur de ça, comme par exemple les SMETA, les BSCI, donc ça ne sert plus à rien de les avoir. Le critère Europe et Asie, ça ne sert plus à rien de l'avoir. Il y a tout un tas de critères en fait, qui du coup doivent sortir en fait, de la zone, et il va pouvoir lui rajouter d'autres critères. Par exemple, il va pouvoir mettre une note plus importante sur l'upcycling, puisqu'il va faire que du français, mais est-ce que c'est du français upcyclé, est-ce que c'est du français réutilisé, etc. L'idée, c'est ça, en fait. C'était de pouvoir déjà faire comprendre à la filière et faire comprendre aux adhérents et aux non-adhérents que comment fonctionnait, en fait, comment on arrivait à analyser, en fait, l'impact produit, l'impact sur la totalité de la chaîne du produit, et puis derrière, de faire, j'ai envie de dire, laisser vivre le bébé, grandir, et peut-être qu'on reprendra le bébé ou un autre bébé dans 3 ans, 4 ans, dans 2 ans, dans 1 an, quand on sentira que le marché a besoin d'être éclairé à nouveau, de pouvoir comprendre, et là on pourra peut-être créer autre chose, mais qui aura certainement une forme différente. Voilà. Mais il n'y a pas pour vocation, nous, avoir une licence sur un produit comme ça. L'idée, voilà, c'est vraiment notre rôle de fédération, c'est de pouvoir mettre à disposition cet outil et qui puisse être utilisé par le plus grand nombre, avec autant de façons différentes de l'utiliser. Tout à fait. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour clôturer, en principe, on essaiera de refaire une visite annuelle de cet outil pour s'assurer que les niveaux sont bien en ligne. Et un dernier point qui est quand même très important, ce qu'on ne voulait pas aussi, et ça c'est quand même important de le préciser, c'est que des gens sortent un score, ce dont on parlait tout à l'heure, en disant 67% labellisé fédération. Ça n'a aucun sens, quoi. La fédération n'est pas là pour labelliser un score ou pour labelliser un produit. Donc l'idée c'était de dire, ok, on a fait un travail universitaire sur un produit, maintenant vous êtes en capacité de pouvoir comprendre le produit. On a fait une présentation aujourd'hui de l'outil, il y a eu des webinaires, il y aura des webinaires et à chaque fois on en reparlera lors de webinaires RSE pour réexpliquer le produit, mais, enfin l'outil, mais l'idée il est là, quoi. C'est pas de dire, ok, la Fédé score les produits, il n'y a aucun sens à ça. Et ça ne rentre pas du tout dans le rôle en plus de la Fédé qui est plutôt de rassembler et de faire grandir le marché et grandir les membres de ce marché, en tout cas l'écosystème, à mettre un label de FPCO sur chacun des produits. Tout à fait. Des questions? Bon. C'était une réflexion sur l'usage de ça. Donc c'est un super travail. Nous, on a suivi la formation RSE avec Peral. Super. Et on essaie en interne de mettre des notes aux produits pour qu'on puisse, même dans le système de facturation, dans la CRM, qui soit rentré. On parle des stylos. Notre métier, il y a 300 000 références de stylos. Ça veut dire 300 000 évaluations, indices à mettre en place. Après, donc, la complexité, c'est qu'on fait un travail chez nous, on donne un score à chacun des produits en fonction de vos critères. Idéalement, si on était dans un monde de bisounours, il faudrait que ce soit mutualisé, que tous les adhérents du syndicat profitent du travail de l'un. Tiens, j'ai travaillé sur le Mediaclick de chez BIC, je lui ai donné cette note-là, parce que sinon, c'est un travail de malade. Mais l'idéal, ça serait que les fournisseurs s'en servent. Ouais. C'est ça. Ah oui, c'est quand même créer le produit, le fabrique. Non mais alors, regardez. Mais on ne peut pas l'imposer. Mais alors, c'est pour ça que ce produit, et c'est ça qui est génial, quand on connaît ce qu'est l'open source, y compris en logiciel, l'idée c'est j'ai créé quelque chose, maintenant aux autres de le faire grandir. Si demain les fournisseurs se rassemblent tous en disant ce qu'ils ont sorti là c'est vraiment cool, mettons-nous autour d'une table, créons quelque chose en commun pour pouvoir utiliser ça et faire en sorte de créer la norme, nous on est super contents, mais c'est plus à nous de le faire. Non mais, oui bien sûr, mais ça va venir. Sous cette forme ou sous une autre forme, oui, ça va venir. Bien sûr, mais ce n'est pas notre rôle. Nous, notre rôle, il est de dire, OK, on a fait vraiment, encore une fois, j'insiste, un travail universitaire et pédagogique à la compréhension de ça. Après, derrière, si même quelqu'un ici, dans cette salle, se dit, tiens, il y a un super truc à mettre en place, je vais créer une start-up à partir de ça, il est open source. Vous faites ce que vous voulez. Exactement, c'est exactement ça. Il n'existait rien,
Et d'ailleurs, on a vu la délégation américaine qui était là hier et qui est encore là aujourd'hui. Ils nous regardent des États-Unis et du Canada, parce que les deux fédérations sont assez liées, au niveau de la RSE. On est très en pointe, et c'était d'ailleurs au moment de la création de 2017, c'était de dire on veut être, nous, la Fédération française, très en pointe. Et si vous avez remarqué, on est très en pointe sans sanctionner. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc où en fait on va faire de la RSE pour réduire le marché. On fait au contraire de la RSE un atout pour dire voilà, aux annonceurs, faites confiance dans l'objet média, faites confiance en fait sur la pérennité et le triptyque utile, durable et responsable pour faire en sorte de pouvoir inclure l'objet média à l'intérieur de votre mix communication ou votre mix marketing. C'est un média efficient, utilisez-le parce qu'on a fait, nous, notre révolution RSE. Et alors, notre révolution RSE, ça ne veut pas dire que tous les produits sont absolument RSE, c'est pas ça. C'est notre révolution de compréhension du marché, de compréhension du produit. Et là, les Américains sont en train de nous regarder, et d'ailleurs, c'est les données qu'ils veulent de notre part, en disant comment vous faites, qu'est-ce qui se passe. Nous, notre marché n'est pas aussi dynamique, on a un marché qui est extrêmement dynamique. Si on prend les gammes et les modifications de gamme depuis les 5 ou 10 dernières années, mais j'ai envie de dire les 5 dernières années, les gammes et les stands n'ont plus rien à voir. Et c'est une vraie lame de fond. Et on n'est plus sur ce que c'était le cas un peu à un moment donné, en 2017-2018, on était vraiment sur 2017, 2016, 2017. C'est pour ça qu'on a voulu régir quelque chose. On était vraiment sur quelque chose de greenwashé, quoi. On était sur le greenwashing. En gros, je mettais 2 palettes sur mon stand, je mettais un truc qui ressemblait à du carton, et puis c'est bon, c'était un truc RSE. Or, aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Parce qu'en fait, ils savent qu'à la fois les distributeurs sont de plus en plus éclairés, je parle des fournisseurs, et les fournisseurs, du coup, seront plus exigeants par rapport à leur approvisionnement. Mais ça ne veut pas dire que le marché est sanctionné. Ça veut dire que le marché est vertueux. Et on va vers quelque chose de plus vertueux. Et les annonceurs deviennent aussi de plus en plus avertis. Et du coup, les annonceurs deviennent un peu plus éclairés et donc vertueux, etc. Et le seront obligatoirement par la réglementation de plus en plus. Merci à vous. Je vais passer la parole, même s'il a pas mal prise quand même déjà, hein. Mais c'est très bien, c'est très bien. Pardon. Non, c'est très bien que tu sois là. Sur le programme de formation et sur lequel il n'y a pas de oui, il n'y a pas de slide parce présentation, mais je vais juste... Parce qu'on a fait, on a fait la présentation pendant l'université. Oui, c'est parfait, ça va marcher comme ça. Moi, l'idée, en fait, c'était de vous présenter le nouveau pan de FPCO Formation. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, la fédération s'appelle 2FPCO et a un pan formation. D'ailleurs, Gérald anime une partie de FPCO Formation sur la RSE. Mais pas que. Il y a d'autres. Le RGPD, la qualité, l'environnement. L'environnement, voilà, c'est ça. Selon ce triptyque-là, et de FPCO Formation, en tout cas, de FPCO Formation s'est doté et se dote d'outils. On en parlait, hein, donc de RSE. Et depuis un certain temps, en fait, de plus en plus de membres de la fédération me disaient mais on a vachement de mal à recruter ou on a des personnes qui sont en dehors de la Fédé, qui viennent chasser nos commerciaux, qui viennent chasser directement chez nous. Et, bref, il y a une vraie problématique là-dessus, et cette problématique en fait, de l'emploi chez les distributeurs, mais aussi chez les fournisseurs, et un peu moins chez les marqueurs, parce qu'on est sur un métier dit technique, où il y a des CAP, des BEP, il y a des filières très définies, mais plus sur les distributeurs et sur les fournisseurs. En fait, on était sur une problématique où il y avait vraiment une pénurie d'emploi, mais une pénurie d'emploi qualifiée. On voit bien, le métier est en train de devenir un peu plus, même beaucoup plus technique par rapport aux 10 dernières années. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'est, à défaut de faire toutes les formations qu'on peut faire auprès des IUT, auprès des BTS, ou dans les universités, ou même dans les écoles de communication, on voulait aller plus loin en fait, en proposant aux jeunes, ou moins jeunes, parce que je vais y revenir après, de pouvoir se former et d'avoir une formation spécifique objet média. On l'a expliqué, hein, l'objet média, c'est un média, certes, mais qui est beaucoup plus compliqué finalement que de vendre une page de pub ou de vendre une campagne de communication annonceur. L'objet média, on a des spécificités, on a vu les 11 critères, et dans chaque critère, il y a à peu près 6 critères. Enfin, en tout cas, si on prend la totalité des cases, on a à peu près, je pense, 80 critères, ou 70 ou 80 critères qui sont à l'intérieur.
C'est un métier qui est extrêmement complexe. C'est un métier où il faut comprendre énormément de choses. Et surtout, c'est un métier où il est très long de former quelqu'un. On a fait des analyses. Alors on a posé des questions auprès de nos membres à la 2FPCO. Et il faut à peu près entre 20 et 24 mois pour que quelqu'un soit efficient sur le marché. Alors quand je dis quelqu'un, c'est un commercial. Et pour une ADV, il faut entre 6 et 12 mois pour qu'elle soit efficiente. Et là, on s'est dit, OK, on a une pénurie d'emplois. Former quelqu'un, c'est super long. Est-ce que finalement, plutôt que, alors en complément de, pas plutôt que, en complément de, d'aller faire la promotion en fait de la filière au sein des écoles, est-ce qu'il n'est pas plus simple de créer en fait une école? L'école de l'objet média, donc c'est l'académie de l'objet média. Et l'idée, en fait, c'est de se dire, OK, on va faire vraiment une formation qui va être à la fois professionnalisante, qui va expliquer la totalité de l'écosystème de l'objet média, mais qui va permettre, en très peu de temps, de pouvoir avoir un jeune ou moins jeune. Et encore une fois, je vais y revenir tout à l'heure, j'adore faire du teasing comme ça, mais de pouvoir être dans l'entreprise, donc en alternance, de pouvoir être... Donc c'est un programme de formation en plus qui est assez avantageux. On est au 4/5e dans l'entreprise et le reste en formation. C'est une formation qui est à la fois en distanciel et en présentiel, qui est mixte, qui est hybride. Et ça nous permettait en fait de pouvoir dire, OK, vous allez pouvoir recruter un jeune ou moins jeune, le garder dans l'entreprise, donc pouvoir lui infuser la culture de l'entreprise pendant le temps de sa formation, et en même temps qu'il puisse être au contact de grands acteurs de l'objet média qui vont animer en fait cette formation au sein du groupe Thalys. Donc on s'est allié avec un groupe qui s'appelle Thalys, mais je vais revenir après comment ça fonctionne, et de pouvoir l'avoir sur site. Donc de ne pas le déconnecter en fait, de votre culture d'entreprise, qui est extrêmement important aussi à infuser à la personne, et en même temps de pouvoir le mettre donc, au contact de grands acteurs. Donc on a aujourd'hui des personnes qui sont à la fois fournisseurs, marqueurs et distributeurs, qui vont être au contact de ces personnes-là, que vous aurez vous en tant que salarié, en tant qu'alternant chez vous, et qui décrocheront de temps en temps en fait, pour aller comprendre... comprendre l'outil pédagogique, comprendre comment fonctionne un produit, comprendre les techniques de marquage, comprendre tout un tas de choses en fait, qui sont très importantes à connaître quand on veut vendre de l'objet média. Alors, on est venu me voir en me disant « Ouais, mais tu es en train de faire un truc pour les grandes entreprises. » Pas du tout. Pas du tout, bien au contraire. C'est quelque chose qui est absolument équitable pour les petites ou les grandes entreprises. C'est vrai que les très grandes entreprises qui ont 70, 80, 90 salariés, il y en a, à la fois des fournisseurs et à la fois des distributeurs. Ils ont souvent une RH, ils ont souvent un centre de formation qui est affilié. Bon, ok. Et ils ont, entre guillemets, du temps. Alors, c'est pas eux qui ont du temps, enfin, c'est pas les chefs d'entreprise, les responsables d'entreprise qui ont du temps, c'est leurs équipes qui prennent en charge les jeunes et puis qui vont les former selon même pas un plan défini d'éducation, mais c'est en gros, présente-lui ton métier, dis-lui comment on fait le métier, et puis roule ma poule, dans 12 à 24 mois, normalement il est efficace. Si entre-temps il n'est pas efficace, il trouvera autre chose, de toute façon il va perdre patience et il trouvera autre chose. Nous, l'idée en fait, c'était de dire, ok, on peut vraiment créer un plan de formation. Et là, on a créé en un an en fait, un plan de formation qui est diplômant, c'est un bachelor, et en fait, ce plan de formation va permettre à la fois d'avoir tout un socle. Alors ce socle, ça va être un plan de développement de produits, ça va être l'organisation d'actions marketing, la gestion des éléments budgétaires. Donc voilà. Et après, il y a un bloc transversal avec l'objet média où on va faire des liens avec ce socle, en fait, qui est un socle éducatif, un socle pédagogique. Et nous, cette formation, elle va être d'une 50aine d'heures supplémentaires où on va se greffer dessus et on va pouvoir effectivement les former à l'objet média pendant 50 heures. Alors pour les petites entreprises, c'est super parce que quand on est 2 ou 3 dans une entreprise, former un jeune ou former un moins jeune, j'y viendrai après. Ça va être un gimmick comme ça, mais on va s'amuser. Non, c'est pas ça, c'est parce que... Oui, c'est vrai qu'à chaque fois je le montre, mais c'est parce qu'on joue avec Gérald, on est en train de monter un one-man show. C'est vrai que depuis le temps que maintenant on fait des formations, on pourrait quasi monter un one-man show. Ouais.
En fait, pour les petites entreprises, c'est super bien parce que souvent, on prend un alternant ou on n'en prend pas parce qu'on se dit oh, mais moi, je ne vais pas avoir le temps de le former. Comment je vais faire ça va me prendre de mon temps. Et puis pendant que je suis avec l'alternant, s'il ne reste pas là, je l'aurais formé pour rien. Puis moi, pendant que je suis avec lui, je ne suis pas en train de vendre. Ouais, non, c'est vraiment une galère. Là, l'avantage, c'est que non seulement il est pris en charge par une structure pédagogique, Thalys, et il est pris en charge par 2 FPCO formation pour tout le socle en fait, d'apprentissage et de pédagogie autour de l'objet média et de l'écosystème de l'objet média. Donc c'est super parce qu'il va peut-être vous apprendre des choses aussi sur l'objet média, parce qu'il va rencontrer des personnes qui vont lui apprendre plein de choses sur l'objet média. Et puis c'est surtout que pendant ce temps-là, vous faites autre chose, et puis à la fin, lui, il sera totalement formé, vous aurez gagné du temps. C'est souvent pris en charge à la fois... Le coût de la formation, il est à 80% remboursé par vos OPCO. Il ne faut pas oublier d'utiliser vos OPCO là-dessus. Et puis là, il y a une aide de l'État qui est absolument incroyable jusqu'au 31 décembre, qui est de 8 000 € par alternant. Donc là, un alternant qui a déjà fait un programme d'alternance, je crois que c'est 61% du SMIC, 53% du SMIC la première année, 61% du SMIC la deuxième année, pour quelqu'un qui a déjà eu de l'alternance, voilà, plus il est âgé, etc. Mais bon, globalement, ouais, mais en tout cas, c'est un coût qui est pris en charge, certes, mais c'est surtout un coût qui n'est pas supporté par l'entreprise, qui est énorme. Mais je parle du coût de temps, parce que le temps de l'entrepreneur, en fait, voilà, exactement, le temps de l'entrepreneur qui passe à former, c'est colossal. Et là, en plus, vous avez quelqu'un qui va vraiment être au contact des meilleurs du métier. Donc, qui va pouvoir... Et pour les grandes entreprises, c'est génial. Parce qu'en fait, ils vont pouvoir outsourcer en fait, finalement, leur formation et pouvoir mettre en place un vrai plan de formation avec ces personnes-là. Et quand je parle des jeunes et des moins jeunes, c'est plutôt pour les grandes entreprises. J'ai eu le cas, d'ailleurs, d'une belle entreprise qui me dit, mais moi, j'ai un mec chez moi à la logistique, c'est un vendeur hors pair. Mais pour moi, le sortir de la logistique, ça va être super compliqué. Est-ce que tu penses que... je crois qu'il a 32 ans. Est-ce que tu penses que tu peux le mettre là? Oui, bien sûr. Il peut reprendre son bachelor et puis il aura le bachelor CACMO. C'est le nom du bachelor. Alors, c'est CACMO Objet Média. Et puis, bien sûr, tu pourras le mettre. Et puis, ça veut dire qu'au bout de cette année, toi, tu vas pouvoir le prendre. Et il aura un vrai métier. Il aura un vrai métier. La logistique est un vrai métier, mais on pourra l'intégrer, oui, tout à fait. C'est bien une formation certifiante. Hein, c'est une formation certifiante. Bac +3. Hein. Ouais, on saute pas dans le vide pour rien, quoi. C'est-à-dire que c'est pas oui, il y a la fédération qui a mis en place un truc, on a un label objet média et puis on peut plus le vendre. Non, vous avez quand même vous validez un bac +3 qui est validé par l'État. Honnêtement, c'est ce qui manque dans les entreprises. Moi, le premier, ça fait des années que j'essaie de recruter, c'est catastrophique. Donc ça répond à ça. Ça répond à la fois à une tension sur le marché de l'emploi, mais pas que. L'idée, c'était pas ça. C'était vraiment l'idée initiale, c'était pas de répondre uniquement à la tension du marché de l'emploi parce qu'elle va fluctuer, mais c'était vraiment de professionnaliser en fait, de permettre de pouvoir mettre en place des personnes qui vont avoir la totalité du bagage objet média dans leur cursus de formation et de pouvoir l'infuser au cœur de l'entreprise. Et vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui est en poste, qui est commercial, et nous l'envoyer. Hein. Ah oui, ça c'est possible. La personne, elle a un bac +2 et encore, s'il a de l'expérience dans votre entreprise, vous pouvez nous l'envoyer pour qu'il ait un bac +3 à la fin. Ça, c'est génial. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'engagement collaborateur ou collaboratrice, c'est génial. C'est-à-dire que, waouh, le boulot que tu fais, il est super, mais tu manques un peu de bagage. Moi, je te paye cette formation-là pour que tu aies un peu plus de bagage. C'est 1, j'ai confiance en toi. 2, j'investis dans tes compétences. Et en fait, le résultat, il est juste génial. Il y a une phrase que j'entends souvent, c'est « Ouais, mais pourquoi lui payer une formation ?» Parce que, alors je parle des employés des gens en place. Je ne vais pas trop le former parce qu'imagine, il part ailleurs. Moi, je réponds souvent « Imagine s'il reste chez toi. » C'est-à-dire que tu auras quelqu'un qui n'est pas formé, qui va rester chez toi. En fait, si tu veux continuer à faire ça, non. Nous, l'idée de FPCO, c'est former vos collaborateurs et vos collaboratrices. Formez-les. N'arrêtez pas. Vous avez vos OPCO qui servent à ça. On a 2 FPCO formation, on a des programmes de formation autour de ça, sur la RSE, sur tout un tas de sujets, et y compris là avec Thalys. Formez-les, y compris s'ils sont déjà en poste chez vous. Alors ça, c'est un vrai point important.
Et le dernier point, je veux y venir, c'est que quand vous avez besoin de... là, vous allez me dire, ouais, mais j'ai pas d'alternant. J'ai demandé à l'IUT, j'ai demandé en fin de BTS, et j'ai pas d'alternant. Eh bien, demandez-nous. Envoyez un mail à la de FPCO et vous dites, bah voilà, moi j'aimerais bien accueillir un alternant chez moi. Et on va vous envoyer des profils. Et vous allez recevoir des profils de personnes qui sont inscrites chez Thalys et qui disent, bah moi j'ai envie de faire de l'objet média. Et là, dernièrement, on a fait le test et Thalys nous a envoyé 3 profils de personnes qui disent, bah ouais, moi j'ai envie de faire de l'objet média. Et c'est super, super, super enrichissant et par rapport au futur de la filière, quoi. Voilà, avez-vous des questions? Bonjour. Oui, bonjour. Aujourd'hui, vous avez combien d'inscrits chez Thalys? Vous pensez que la formation devait se déclencher à partir d'environ 15 personnes, ouais. Alors, je crois qu'on est déjà, la classe, elle est déjà faite. On manque, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de profils qu'on a d'entreprises accueillantes. C'est ça qui est dingue. Et quand je croise ici, les gens me disent, nous, on veut accueillir des gens, mais on n'en trouve pas. Ok, donc il faut qu'on se matche. Donc, venez nous voir. Venez nous voir, et je le dis aussi pour la retransmission sur YouTube de ce webinaire, de cette conférence. On a tellement l'habitude de faire ça en ligne maintenant. Cette conférence, envoyez un message à 2FPCO, envoyez un message à Juliette, et nous, on renverra à Thalys parce qu'il y a des profils qui souhaitent rentrer dans notre secteur d'activité et qui ne trouvent pas d'entreprise accueillante. Donc, venez nous voir. Une autre question? Merci à vous. Belle journée à tous.